Bien, bonjour à tous. J'espère que le petit déjeuner est bon. Et bienvenue à la première rencontre de la journée sur l'espace Cultura avec Marion Montaigne qui va nous parler de Dans la combi de Thomas Pesquet, édité chez Dargaud. Merci beaucoup Marion d'être ici. Merci d'être ici. Et ma première question va être justement sur la sélection. Qu'est-ce que ça vous fait d'être sélectionné cette année pour le prix du public ? C'est un peu la totale cette année, enfin même depuis 2 ans, entre un album avec un sujet super intéressant, en plus qui dès sa sortie a super bien marché. On a eu des très bonnes critiques et puis ça c'est le glaçage du gâteau. Ensuite il y a eu Angoulême avec la sélection. Alors là c'est les bougies. Puis là la cerise c'est être dans la dernière liste des 10 derniers pour le Fauve d'Or. Donc on saura ce soir si on allume les bougies, si on bouffe tout. C'est la totale. D'accord. Alors, donc depuis 2008, c'est l'année où vous avez créé votre blog. Il me semble que tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même. Et donc, vous vous consacrez à la vulgarisation scientifique à travers la bande dessinée, avec à la fois une documentation très riche et beaucoup d'humour. C'est ça qui fait votre... Alors, justement, je voulais savoir si... Parmi vos lectures habituelles, il y a du coup un suivi assez proche des publications scientifiques. C'est quelque chose de quotidien ou... Alors, je suis pas abonnée à tout. Non, mais j'ai des petites références qui sont assez inspirantes. Il y a des sites très bien faits, français, américains, qui font une sorte de sélection de recherches hallucinantes et régulièrement j'y vais. Après, je lis pas mal de choses et j'ai de la chance parce que j'ai un cerveau qui mémorise rien du tout. Cet après-midi, je saurais plus votre nom ni votre visage, mais je me souviendrai d'un article que j'ai lu il y a 3 mois et j'arriverai à le recouper avec un article que j'ai vu il y a 6 mois et je saurai où je les ai vus et après je me dirai tiens je pourrais les assembler pour faire quelque chose. Sinon c'est des questions qu'on se pose dans la vie ou même au cinéma. Quand je vais au ciné je me dis mais c'est totalement impossible ou là ce gars-là il devrait être mort et il est tombé d'un immeuble de 5 étages, c'est bizarre. Enfin voilà, et après je vais me documenter là-dessus. Donc c'est plusieurs choses, c'est des trucs techniques ou de la vie quoi. Ça dépend. D'accord. Et donc après le blog, il y a eu plusieurs livres qui ont été publiés, une série d'animations qui est sortie sur Arte, et donc maintenant ce livre qui est un travail de longue haleine, je pense, non ? Qui a pris plus de temps que les autres. Oui, ça m'a pris 2 ans entre le moment où j'ai pu rencontrer Thomas Pesquet. Alors c'était 1 an avant son décollage, fin 2015. Novembre 2015 et je l'ai fini septembre 2017. Voilà, donc ça a été vraiment 2 ans dont les 3 quarts ça a été de la documentation, des déplacements, des entretiens avec Thomas, et puis du scénario, du brouillon, etc. Ouais, c'était vraiment... Ah oui, j'ai bouffé de l'astronaute 2 ans, ouais, bien, ouais. Et j'ai entendu quelque part que vous l'aviez... Enfin, c'est lui qui avait laissé un commentaire sur votre blog ? Oui, il a laissé un commentaire sur un article qui parle des astronautes, mais en plus, ils s'en prennent plein les dents dans cet article. Ils sont pas du tout vénérés, ils sont pas... Au contraire, ils sont pas du tout mis sur un piédestal. Je parlais de tout ce qui est... problème psychiatrique parce que ça a été étudié. Les psychiatres, quand ils ont envoyé des hommes dans l'espace, ils avaient super peur qu'ils perdent la boule juste en voyant la Terre de loin. Il y en a certains, mais c'est très étudié, hein, ça. Il y en a certains, ils ont une totale euphorie. Il y en a, ils pètent un petit peu des câbles, mais ça va. Et il y en a, ça leur fait pas grand-chose.
Mais donc je parlais de ça, donc évidemment avec un petit peu de pipi caca au passage. Et j'avais un commentaire de Thomas Pesquet qui disait que c'était marrant, qu'il était astronaute et qu'il pouvait en témoigner. Et je ne l'avais pas vu. Moi, j'ai laissé le commentaire traîner au moins 7 mois. Et parce qu'il n'était pas connu, Thomas Pesquet, à l'époque, en tout cas, sauf des passionnés de spatial, moi, je ne le connaissais pas. Et c'est pas plus mal que je l'ai vu à une époque où j'étais en train de me documenter justement sur le spatial, parce que sinon, je pense que j'aurais vu le commentaire, je l'aurais pris pour un gros mytho et peut-être que je lui aurais super mal répondu. Mais quand je m'en suis rendu compte, après, j'ai pris contact, demandé à ce si on peut parler. Et après, lui, il m'a encouragé à faire quelque chose. Ouais, après, ça a pris un petit peu de temps en fait, parce que entre le moment où vous voyez quelqu'un qui a un métier juste hallucinant, et encore une fois, moi je connaissais pas bien non plus tout ce qu'il y a dans la BD. Moi je l'ai appris au fur et à mesure de sa création. Donc moi je connaissais rien sur les astronautes. Donc je me disais, si ça se trouve sur le papier c'est super, mais en vrai peut-être que dans la production de l'album, si ça se trouve, j'aurais accès à rien. Si ça se trouve, leur vie est extrêmement ennuyeuse. Si ça se trouve, on va me bloquer l'accès à beaucoup de choses. Et en fait, l'avantage de passer par Thomas, c'est qu'il fait non, à ce moment-là, pour faire ça bien, il faut que tu fasses des déplacements. On va essayer de faire de t'aider, etc. Et ça, c'était juste hallucinant. Je pensais même pas que ce serait possible. Donc il y a eu toute une étape où il a fallu voir qu'est-ce que je pourrais faire. Est-ce que je peux assister à des entraînements médicaux, par exemple, ou voir Thomas courir sur un tapis roulant avec des examens partout. Est-ce que j'ai le droit de voir ça ou des choses comme ça? Après, vous n'avez pas le droit de tout voir, faut pas exagérer. Pas comme la traductrice qui l'accompagne partout. Pas comme l'interprète qui l'accompagne partout, même dans les situations les plus embarrassantes. Ah, ça, c'est. Lui, il n'est pas accompagné aux États-Unis. Lui, il a son badge d'astronaute, donc il va où il veut. Par contre, quand vous êtes visiteur, il faut faire des demandes assez costauds. Et vous êtes en effet escorté par une dame qui vous suit partout, ce qui est normal. Moi, je la prévenais même quand j'allais aux toilettes, parce que je ne veux pas non plus qu'il y ait un problème. Parce que toute la NASA est surveillée par les SWAT, qui c'est les GIGN américains. En plus, on est au Texas. Alors moi, franchement, si je vais aux toilettes et qu'on me mitraille dessus, je veux pas trop. Donc voilà, vous voyez, j'ai encore oublié la question. C'est où l'endroit? Enfin, c'est la NASA qui était pour vous l'expérience la plus forte, l'accompagner là-bas, ou il y a eu d'autres voyages qui vous ont marqué? La NASA, c'est assez impressionnant parce qu'il y a, c'est connu, la NASA, c'est Matt Damon, seul sur Mars, c'est eux qui sont allés sur la Lune, c'est Apollo. En plus, les Américains, ils savent très bien mettre ça en scène. Dès l'entrée, vous avez une énorme fusée, tout est clinquant, c'est vachement moderne. Vous pouvez acheter des mugs partout. Je suis allé à la NASA, je suis fier d'être à la NASA. Mais limite, c'est moins. Il y a pas mal de documentation. Je savais à peu près ce que j'allais voir, mais être sur place, c'est assez hallucinant. C'est vrai qu'il y a. Nous, on s'est retrouvés dans ce qu'ils appellent le Building 9. C'est un énorme hangar. On dirait qu'ils ont mis tout. C'est le grenier, quoi. Il y a des bouts de vaisseaux, il y a des bouts de rover, il y a des bouts de panneaux solaires. Donc là, vous vous rendez compte de la taille de ce que ça fait. Un bout de navette spatiale, mais juste dans un immense hangar, mais plus grand qu'ici. Enfin, vraiment. Et là, c'est des lieux. Vous regardez partout, vous notez tout, etc. Mais il y a d'autres lieux qui sont moins clinquants, mais qui sont assez hallucinants, comme le cosmodrome de Baïkonour en Afghanistan. C'est un truc assez hallucinant parce que vous êtes dans une sorte de Far West, mais à l'est. C'est un désert kazakh, au Kazakhstan.
Vous avez quelques dromadaires, vous atterrissez au milieu de nulle part, vous avez l'impression d'atterrir sur le parking du supérette au milieu du désert. Et là, pendant 3 heures, vous avez traversé un milieu aride avec quelques chevaux sauvages et des chameaux jusqu'à une ville. Et c'est Baïkonour. Et toute la ville presque travaille à faire décoller des fusées. Donc c'est un truc lunaire au milieu de nulle part. Et ils font des... C'est hallucinant. En plus, un peu encore dans son jus. Il reste un peu du jus soviétique, en fait. Ça n'a pas... Donc c'est juste, pendant une semaine, vous êtes dans un truc étrange, au milieu de nulle part. Et, non, mais c'est vraiment hallucinant. J'ai beaucoup aimé Baïkonour. Ouais. Et alors, si on analyse un peu la couverture, elle est en 2 parties, avec la partie officielle et en dessous l'envers du décor, qui est un peu, voilà, toute la structure du récit, elle est là-dessus, sur l'image qu'on a de lui, des astronautes, et comment ça se passe vraiment dans les coulisses. Et aussi, il y a cette démesure, c'est assez frappant aussi quand on regarde les photos, de voir l'échelle de la combinaison est vraiment très grande par rapport au corps du cosmonaute. Et il y a l'idée de remplir ce costume et remplir cette fonction et ce que va subir le corps dans cet gros emballage, quoi. Ça, c'est vraiment une réflexion que vous faites aussi sur ce que subit son corps. En fait, j'en avais discuté avec une réalisatrice qui a fait des déplacements. Quand on a comme personnage un astronaute, finalement, on peut pas raconter une histoire où il n'y a pas vraiment de suspense, dans le sens où ils sont tellement entraînés, tellement motivés, tellement bien sélectionnés que dramatiquement, il n'y a pas un moment où ils risquent de pas partir. Alors là, il y a une américaine. Là, en ce moment, finalement, son vol est annulé. Et c'est extrêmement rare. Si vraiment il y a un problème médical, que ça arrive, ou autre chose, mais je ne vois pas trop quoi. Mais vraiment, on a des personnages qui sont tellement entraînés. Il y a des centaines de personnes qui travaillent à vous aider à partir, à réussir votre mission, que normalement, il n'y a pas de raison que vous partiez pas. Donc, dans une histoire, on a des gens, ils vont pas échouer. En fait, psychologiquement, ils sont prêts. Mais l'une des choses auxquelles ils essayent de se préparer, mais ils savent pas comment ça va se passer, c'est au niveau du corps, le biologique. Alors il y a des techniques un peu pour les habituer. Par exemple, beaucoup d'entre eux seront carrément malades, quoi. Ils vont vraiment avoir envie de vomir, même si vous êtes astronaute. Vous y pourrez rien. Donc ils font des entraînements avant le décollage. Ils leur mettent sur des sièges qui penchent, sur des sièges qui tournent. Alors là, tout le monde gerbe de toute façon. Moi, j'ai pas voulu l'essayer parce que j'aime pas vomir, bizarrement. Mais vous vomissez, quoi. Enfin, mais c'est une manière. Un médecin m'expliquait, c'est pas du tout pour habituer ton corps pour qu'il ait plus envie de vomir. C'est juste pour qu'il y a un côté mental où si vous êtes malade en voiture, vous commencez à vous dire, oh mon Dieu, je suis malade, je vais gerber, et vous empirez le truc. Là, ils les entraînent tellement qu'ils font je vais vomir. Donc ça devient banal, en fait. C'est la nausée, et voilà. Donc le corps rattrape beaucoup les astronautes, mais après ils sont entraînés, ils le savent, mais ils y échappent pas, et c'est peut-être le truc qui les rattrape le plus. C'est-à-dire que oui, il y a un moment où il faut qu'ils s'adaptent, leur oreille interne va être vraiment paumée au départ. Donc il arrive que je sais qu'il y en a, ils se sont blessés à filer dans la station comme des petits fous, ils se sont éclatés, ou alors ils se sont rentrés dedans un tournant parce qu'au début ils tentent des trucs. Après il faut gérer les accélérations parce qu'on croit qu'on flotte au ralenti, mais ça c'est dans les films. En fait, on peut vraiment, si en apesanteur, c'est vraiment comme si on filait, on peut vraiment se faire super mal. Parce qu'on n'a plus notre masse, mais on a encore notre poids. Donc si on se jette et qu'on se cogne contre le mur, c'est vraiment comme si on faisait on s'éclate, comme si on tombait d'ici de 3 mètres. Donc ils font vraiment, enfin moins quand même, mais ils font vraiment attention. Et ça, c'est des trucs, il faut qu'ils apprennent. Ils peuvent pas
c'est difficile de se préparer au sol. Donc c'est vrai que j'ai mis pas mal en avant l'aspect biologique parce que c'est probablement la chose que eux ils pourront psychologiquement le moins se préparer. Et au retour, ils sont vraiment blancs et c'est le moment où ils sont vraiment épuisés. Et on voit physiquement que c'est pas du tout anodin d'aller dans l'espace, quoi. Et dans la façon dont vous faites, dont vous construisez aussi toutes les gags et les références, pour toujours donner un peu une échelle des choses ou des comparaisons, il y a beaucoup de références au cinéma et à Tom Hanks en particulier. Donc, c'est pas Tom Hanks. Donc vous vouliez... ça c'est parce que vous vouliez aussi expliquer au lecteur, voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on nous montre, et toujours faire des comparaisons, ou c'est aussi parce que ce sont vos propres références, vous aimiez particulièrement le cinéma sur l'espace? Oui, en fait, j'avoue que j'essaye de me dire, d'être attentive, moi, aux clichés que j'ai moi-même. Alors après, je suis désolée pour les jeunes, c'est peut-être des références de vieux, mais Tom Hanks, ça va encore. Mais pour moi, c'est des images que j'avais des astronautes au tout début du bouquin. Alors moi, quand je pensais astronaute, je pensais à L'étoffe des héros, où là, c'est vraiment les têtes brûlées, un peu frimeuses, etc. Mais j'avais aussi Tom Hanks dans Apollo 13, donc là, c'est le gars un peu... Tom Hanks, il est gentil, quoi. C'est le papa de la nation, quoi. Et donc, j'avais ces références-là, et donc... j'essaye de partir de celle-là pour ensuite les mettre à mal avec la réalité, parce que je crois que notre cerveau, il peut pas, entre ne pas savoir comment se passe quelque chose, il préfère mettre une idée, en fait. Donc si vous connaissez pas comment ça se passerait d'atterrir sur un astéroïde, vous vous faites l'idée d'Armageddon, enfin je sais pas. Je pense que le cerveau remplace avec un truc qu'il a déjà vu, même si c'est complètement faux, une référence. En tout cas, le mien, il fait comme ça. Et après, je me rends compte que c'est totalement n'importe quoi. Mais oui, en fait, les astronautes sont plus... je pense qu'on cherche plus des Bruce Willis, on cherche plus des Tom Hanks que des Bruce Willis, parce que si vous mettez six Bruce Willis enfermés ensemble, mais vous imaginez, quoi, c'est piège de cristal dans l'espace, quoi, ils se tapent dessus. Faut mettre des gars sociaux qui font OK, calme-toi, Billy. Je veux dire, sinon c'est ingérable. Donc voilà. Et dans votre humour aussi, il y a tous ces jeux d'échelle ou de contraste, en fait. Est-ce que, comme on parle de l'espace, où il y a vraiment l'idée de la petitesse ou l'humilité de l'humain et confronté à l'immensité de l'espace, est-ce que ça, c'était quelque chose qui du coup accentue encore plus le fait de, par exemple, parler de quelque chose de très sérieux, mais de passer par une analogie scatologique? Enfin, toujours ces écarts entre des choses qui dépassent vraiment, qui nous dépassent, la démesure, oui, et les ramener quand même toujours à quelque chose de très concret. La misérabilité de notre état d'humain, c'est oui, ça. Et le télescopage entre ces deux réalités, entre ces deux choses. Entre la grandeur du monde et la médiocrité de oui, notre corps. Oui, entre la démesure des questions qu'on aborde et aussi ouais, la façon de les expliquer très terre à terre. Je suis pas assez claire. Je suis pas sûre d'avoir compris la question. J'ai l'impression que ma lecture, c'était que souvent vos gags sont reposent sur ça, je vais expliquer cette chose qui est très importante, qui peut parfois mettre en péril la vie d'un homme quand il s'agit de comprendre les lois de la nature dans l'espace. Et puis après, tout de suite, vous les ramenez à des trucs très concrets. Et donc, passer de l'un à l'autre, c'est ce mouvement du cerveau, je crois, qui déclenche aussi le rire. Oui. C'est vrai qu'en plus, des fois, après coup, je me suis dit... par exemple, il y a des moments où je me dis... Oh la vache, c'est plutôt pour rendre accessible un truc hyper technique, comme par exemple une sortie extravéhiculaire, qui est un truc hyper compliqué, quand ils sortent dans l'espace, qui dure beaucoup de temps. Je mets du gag parce que en fait c'est assez drôle, pareil,
Dans Gravity, c'est un peu n'importe quoi. Elle fait ça très vite. On dirait qu'elle sort acheter le pain et elle met juste son manteau, elle sort. Alors que ça fait des années qu'ils le préparent. Même dans leur emploi du temps, ils ont au moins un jour ou deux pour le préparer. Ensuite, ça prend des heures pour rien que se préparer dans la combinaison. Et c'est vrai que là, moi, je rigole du stéréotype qu'on a du processus, parce que à côté c'est un truc tellement technique, tellement lourd en fait. C'est coûteux, c'est très dangereux, ils sont sélectionnés pour ça aussi. C'est un moment très, on n'envoie pas n'importe qui ni pour n'importe quoi dehors. Donc en fait, c'est vrai que moi, il y a des moments où je me suis dit, je le traite de manière tellement légère qu'on en oublie à quel point c'est extraordinaire ce qu'ils font. Mais en même temps, je trouve que c'est très efficace pour expliquer des choses très très techniques, parce qu'on est vraiment, pour vraiment comprendre, ça se mord un peu la queue en fait, pour vraiment comprendre la complexité de la chose. J'ai besoin d'outils un peu simplifiants qui, hélas, peut-être un peu démystifier le truc, en fait, le rendre facile, etc. Mais en fait, moi, j'espérais que, justement, c'est d'autant plus techniquement long, complexe, qu'on se rend compte de l'aspect exceptionnel de la chose. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Non. Je ne sais pas, mais par contre, c'est intéressant parce que vous dites que peut-être ça démystifie. Enfin, il y a une volonté de désidéaliser beaucoup de choses, mais ça, c'est peut-être aussi quelque chose d'important aujourd'hui, vu qu'on a sur Internet, on peut trouver tout et n'importe quoi. Vous voulez vraiment montrer comment les choses fonctionnent pour pas qu'on s'imagine des trucs débiles. Non, mais ou qu'on s'interroge pour encourager à interroger. Quand au cinéma, oui, moi j'ai adoré Gravity par exemple, mais au cinéma, je me suis dit mais il y a des moments où je fais c'est bizarre. Et après, ça me donnait envie de me documenter sur comment ça se passait. Et je trouve qu'il faut pas hésiter à le faire, parce qu'en fait, en vérité, quand on creuse, c'est vraiment passionnant. Mais après, pour des raisons scénaristiques, ils ont dû faire ça, parce que sinon le film durerait 48 heures et la pauvre Sandra Bullock, elle passerait juste 2 heures dans sa combinaison pour qu'elle se remplisse d'air, donc ce serait d'un ennui terrible. Mais je crois que j'ai toujours pas répondu à votre question. On continue. Et je voulais aussi vous... Oui, il y a quand même une scène que je trouvais vraiment très forte, qui est celle où Luca raconte... Enfin, on raconte comment Luca était quand même un moment assez en danger. Et ça, c'est peut-être la scène où il y a le plus de suspense dans l'album. Oui, il y a deux accidents qui sont présentés dans l'album. C'est un retour un peu catastrophique qu'a eu Peggy Whitson, qui est partie avec Thomas dans l'espace. Elle a eu, ils ont failli se cracher en fait. Leur capsule s'est mal positionnée, s'est mal séparée avec un autre module, ce qui fait qu'ils sont entrés dans le mauvais sens et donc ils ont commencé à cramer en fait. Vraiment, ils ont eu très chaud et surtout ils ont, au lieu d'entrer en faisant une courbe comme ça, ils ont fait comme ça. Donc en fait, ça a été très chaud en fait. Et il y a l'accident de Luca Parmitano qui est un bon ami à Thomas. En fait, ils sont dans la même promo. Et lui, en fait, il a une fuite d'eau dans son casque pendant qu'il était dehors dans la sortie. Et il a failli se noyer dans l'espace. Donc il avait de l'eau qui a commencé à gagner derrière la tête et ensuite à lui recouvrir le nez, les yeux. Ça reste collé, l'eau reste collée à la peau en fait. Elle veut pas partir, ça fait comme un gel donc il a commencé à plus rien entendre, à plus pouvoir parler avec la NASA. Et c'est un moment assez que j'ai voulu montrer parce que c'est quand même Thomas me l'avait raconté, parce que il a réussi à s'en sortir, mais c'est là qu'on se rend compte que en fait ça paraît pas facile, mais on le fait régulièrement. Des hommes vont dans l'espace tous les jours, mais dès qu'il y a un truc qui déconne, ça peut être extrêmement grave. Et donc, pour la petite histoire, au début, on lui disait non, mais ça doit être il disait Lucas disait à NASA, j'ai de l'eau,
il y a trop d'eau dans mon casque. On lui disait, mais c'est sûrement la transpiration. Et là, l'autre astronaute qui l'accompagnait, il fait ah, ça, c'est pas de la transpiration. Et puis ça a pas quand ça arrivait à la bouche, ça avait pas le goût ça avait le goût d'un produit. Donc en fait, c'était le système de refroidissement qui. Et après cette expérience-là, dans l'entraînement, maintenant, ils ont des entraînements avec des éponges derrière la tête. Et ils doivent appuyer sur l'éponge pour estimer la quantité d'eau qui en sort, pour estimer si c'est vraiment une fuite ou si c'est juste de la transpiration et des trucs comme ça. Puis je vous raconte. Et puis, non, mais il y a des vidéos de ça où ils doivent réparer. On n'a pas redescendu la combinaison. Il faut la réparer sur place. Donc les gars, ils ont essayé de la réparer. Je peux vous dire que le suivant qui a eu la combi, il a dû se dire eh ben, on y va. Donc bon. Mais elle est réparée maintenant. Mais... Voilà. Et pour... sur ces aspects un peu dangereux, et dans l'album aussi, à chaque fois que les astronautes rencontrent des personnes qui leur posent des questions, les journalistes en général, c'est des questions pas super intéressantes, et ceux qui vraiment sont sérieux, c'est les enfants. Oui. Ça, c'est quelque chose que vous avez remarqué en général, que les enfants vont vraiment droit au but et à l'essentiel. Mais après, ils sont plus de... Oui, alors moi, je trouvais que les journalistes posaient un peu la même question. Mais après, ils sont dans une logique de réponse rapide, etc. Thomas m'avait dit que c'était... Il n'y avait que des enfants qui lui avaient demandé qu'est-ce qui se passait si l'un d'eux mourait, en fait. Hyper cash, comme ça. Si tu meurs, se passe quoi? Que les journalistes, ils posent des trucs... déjà, on va leur poser toute leur vie comment on fait pipi là-haut, etc., jusqu'à la fin de leur carrière et même après, je pense. Mais c'est vrai qu'il m'a dit moi j'avais dit s'il y a un accident grave, qu'est-ce qui arrive? Il fait mais la vache, il n'y a que les enfants et les auteurs de BD qui me demandent ça. Les enfants ils y vont directement, et d'ailleurs il n'y a pas vraiment de protocole s'il y a un tel accident, parce que ça dépend si la personne elle meurt étouffée, brûlée, ou etc. En gros, c'est la NASA dit on verra, on supervisera. Mais c'est vrai que je trouve que moi je faisais la BD pendant que médiatiquement ça a gonflé aussi. Et je me disais, mais c'est un métier où il y a tellement de choses à raconter. C'est dommage qu'ils ressortent toujours les mêmes questions. Mais de fait, c'est parce qu'il faut du temps pour y répondre. Moi, il y a des questions, ça a pris 1 heure comme réponse. Quand vous demandez à un astronaute, alors la fusée, elle décolle comment? Ça a pris 1 heure. Si vous le demandez à la radio, à la télé, il ne peut pas passer 1 heure à l'expliquer. Donc finalement, c'est toujours les mêmes profils. Puis c'était une manière de dire, médiatiquement, c'est juste un aspect qu'on voit. C'est pas possible de parler de vraiment tout le passé, tous les entraînements, etc. C'est une manière de dire, il y a tellement d'autres choses derrière ce qu'on voit médiatiquement. C'est l'aspect émergé de l'iceberg. Alors, je ne sais pas où on en est au niveau du temps. Oui, donc si le public a des questions, on peut faire passer un micro.